Merci, bonsoir tout le monde. Je vais m'asseoir parce que je ne vais pas tenir 40 minutes comme Marc pour regarder le diaporama Marc. Bon, Marc a fait quelque chose de très structuré. Moi, je voudrais juste expliquer un tout petit peu le diaporama qui va passer. En 2 mots, c'est Philippe Hélard et Gilbert Argentini qui sont venus à Mulhouse pendant 3 jours pour faire les tableaux que vous allez voir. D'abord, ils m'ont aidé personnellement parce que la démarche qu'il y a eu autour de ça, c'est quelque chose qui m'a fatigué, mais qui m'a vraiment intéressé. Et les tableaux qui sont sortis n'ont pas tout à fait le même, c'est pas le même déroulé que ce qu'a fait Marc à l'instant. Sans vouloir me référer à Marc, je vous l'ai expliqué, ça me paraît un tout petit peu différent. Alors, le diaporama va passer et j'aimerais chaque fois qu'il y a un diapo qui arrive, un petit peu commenter ce qui peut apparaître et ensuite, éventuellement, si vous avez des questions, on y répondra. Donc, on va y aller. Alors, cette première feuille résume un petit peu la discussion qu'on a eue autour de mon entrée dans cette profession. C'est vrai que d'abord j'ai pratiqué, j'ai été nageur et donc j'ai eu, sans parler des résultats, en parlant d'histoire en elle-même, je me suis entraîné avec mon père, qu'un certain nombre de gens connaissent peut-être. Avec la difficulté donc de ce que peut représenter la relation entre un père et un fils quand on entraîne. Donc j'ai vécu un petit peu ça. Donc j'ai vécu quelque chose où il y avait des données affectives assez importantes au départ, et donc probablement que dans mon parcours et dans ma façon de fonctionner, il y a des choses qui restent et qui sont latentes. Sinon, pour parler 1 minute de mon père, c'est quelqu'un qui faisait pas, qui est parti avec Gilbert Zins et M. Garay, je crois, dans les années 60 aux États-Unis, observer l'entraînement aux États-Unis chez Peter Daland. Et l'entraînement aux États-Unis à l'époque, c'était déjà un entraînement à 5 heures le matin, avec les méthodes anglo-saxonnes, et c'est vrai qu'en France, on était un petit peu décalé par rapport à la charge d'entraînement et par rapport au professionnalisme qu'il pouvait y avoir autour de ça à l'époque. Et donc, quand il est rentré, il a mis ça en place, et je crois que c'est quelque chose qui m'a formé et qui est toujours un petit peu, il y a encore des traces dans ce qu'on fait actuellement chez nous à Mulhouse. Ça voulait dire, je me suis entraîné de la sorte, mon histoire, je me suis entraîné de la sorte, c'est vrai que c'était plutôt placé sur des notions de charge d'entraînement, de fatigue, de stress, et c'est vrai que les notions de modalités techniques, c'est des choses qui sont venues un petit peu dans ma pratique professionnelle plus tard, mais c'est pas la première des choses sur laquelle on est tombé quand on a commencé à faire de la natation à Mulhouse. Donc développer sans limite tous les systèmes de l'organisme, donc le postulat c'est d'essayer de mettre en place un entraînement le plus poussé possible pour développer tous ces systèmes. Comment on va essayer d'en parler un peu plus loin. Moi personnellement, donc après ma carrière de nageur, j'ai bifurqué vers celle d'entraîneur et j'ai rencontré des gens progressivement. Samikov, je l'ai croisé en tant que nageur. Je l'ai observé dans les début des années 80 à Font-Romeu. Il y a d'ailleurs des documents qui ont été faits à l'époque par M. Meillier, que j'ai encore dans mes sacs et que je lis. Je ne sais pas si M. Meillier est là. Non. Que je feuillette de temps en temps. Ma première rencontre, donc c'était ça. C'est d'avoir vu nager. J'ai nagé dans le bassin. Vous connaissez tous ce petit bassin de 25 à Font-Romeu. J'étais au bord du bassin et on l'a observé nager. Ensuite, professionnellement, la rencontre la plus importante, elle n'apparaît pas sur ce tableau, mais c'est Gennady Touritsky, l'entraîneur d'Alexandre Popov, parce qu'on organisait des compétitions de natation que vous connaissez peut-être, les Swing Games, et en 1992, on a fait une revanche des Jeux Olympiques. Et c'est un homme qui est très abordable et j'ai sympathisé avec lui. Il est resté dans mon appartement pendant 1 mois en vacances à Mulhouse, au mois d'août, et évidemment, dans un premier temps, en tout cas quand il était à jeun, on a pu largement échanger. Et c'était très intéressant. Vous verrez, c'est quelqu'un d'adorable, de charmant, quand il tient la route. Donc voilà, ça c'est l'année 92. J'ai fait beaucoup. C'était déjà
grosse rencontre en ce qui me concerne. Et là encore, j'ai des documents qu'il m'a donnés directement, et des documents qu'il a fait circuler dans l'une ou l'autre conférence, et vous avez tous eu les infos aussi. C'est vraiment quelqu'un, je crois, qui dans les années 90 a fait la synthèse entre différents courants qui étaient émergents et qui étaient très intéressants. Laszlo Kiss en 1998, par l'intermédiaire de Roxana, qui est allé le voir et qui lui a dit: écoutez, monsieur Kiss, voilà, je suis une petite nageuse de dos, je nage de 11 au 200 d'eau et je voudrais savoir comment vous avez fait pour que Christina nage de 6. Et parce qu'il nous l'a dit, parce qu'il était à la retraite et qu'il était en train de passer la main, il nous a accueillis chez lui et il nous a montré tous ses cahiers d'entraînement. Et plus récemment, Denis Cottrell, parce que j'avais un nageur de 1500 qu'on avait des objectifs pour les Jeux Olympiques sur 1500 mètres, et j'ai essayé de le côtoyer, ça n'a pas été facile, mais je crois que, enfin, pour nous c'était quand même très, très intéressant. Je dois dire qu'actuellement dans ma pratique quotidienne, beaucoup des choses que j'ai vu, que je l'ai vu faire m'intéressent beaucoup. Parce que quand même, bon, 14,35 au 1500 et 3,40 au 400, 3,42, il y a 2-3 garçons qui ont fait ça. C'est comme un gouffre avec ce qui se passe avec les autres nageurs des autres nations. Voilà, il y a 2 personnes que je voulais encore citer, c'est Marc. Il était juste avant moi. Marc, en 1991, j'étais dans sa chambre. C'était ma première sélection en tant qu'entraîneur national, enfin en tant qu'entraîneur d'équipe de France associé, comme on dirait maintenant. Et j'ai pris les temps de passage de Catherine quand elle a gagné son 100 mètres nage libre à Athènes. Parce que, bah, évidemment, tous les entraîneurs savent que pour des temps de passage, des fréquences et regarder la course, bon, c'est pas facile. Donc il m'avait fait ce plaisir de me demander ça. Je l'avais fait avec beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur. Et donc, Marc, comme vous l'avez développé, a une sensibilité qui est très intéressante. Et évidemment, ça a eu une influence sur ce que j'ai pu faire. Tous mes collègues aussi en France, et y compris encore, j'ai observé les championnats de France en étant engagé, mais évidemment en essayant aussi d'avoir un petit peu de recul. Je trouve qu'il y a des choses qui sont très intéressantes. Je ne vais pas citer tout le monde, mais j'essaye de prendre un petit peu partout. Et puis Claude aussi, au long de ces années. Peut-être autant d'ailleurs sur le plan technique et sur le plan de l'aide que tu as pu m'apporter dans le plan de la conception de l'entraînement. Parce Claude, vous savez, était directeur d'équipe, on a eu de longues discussions sur le côté pratique et sur le côté vraiment conception de l'entraînement de haut niveau. Voilà, donc ça c'est mon premier. Le deuxième, les principes fondamentaux, les 3 principes fondamentaux qui orientent l'entraînement, je trouve que c'est un peu prétentieux, et qui orientent mon entraînement. La notion centrale, c'est l'effort, donc je vais terminer par la notion centrale un peu plus tard. Donc assurer un lien permanent avec la compétition. Donc c'est vrai, comme j'ai tendance à fonctionner uniquement par rapport aux repères de compétition, les miens et ceux des autres. Parce que je crois que, en ce qui me concerne, ce qui me nourrit, c'est l'observation de l'évolution de mes nageurs et des autres nageurs, et d'avoir cet œil, d'avoir l'œil qui soit formaté par ces nageurs. Voilà, moi ça me paraît très important d'être formaté par d'autres gens et de pouvoir avoir ce repère visuel. Et ensuite, ce repère visuel, évidemment, il veut souvent dire beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent quand on les observe. Développer tous les systèmes de l'organisme à travers, on va venir un petit peu plus tard, à travers l'effort, mais à travers une batterie de contraintes ou de stress, dont les moyens sont le volume, l'intensité, les modalités techniques, les coups de bras, le geste juste, effectivement, mais pas seulement, il y en a d'autres aussi. L'adaptation aux caractéristiques des nageurs, c'est vrai que je ne crois pas qu'on puisse entraîner quelqu'un comme Roxana ou comme Amaury Levaux, je ne crois pas qu'on ait tout à fait les mêmes problèmes, donc évidemment il y a une adaptation à faire aux caractéristiques des nageurs. La notion centrale, l'effort, pourquoi je voulais finir là-dessus? Parce que je crois qu'il y a une notion dans ce que va recouvrir la notion d'effort qui me paraît moi très intéressante, c'est une notion de préparation qu'on pourrait presque appeler une préparation mentale. Et ça, je crois que c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Je me demande même parfois si c'est pas une modalité de sélection, entre guillemets, relativement intéressante pour sélectionner les gens qui ont la capacité d'aller au haut niveau. Ensuite, le tableau suivant, les processus de développement.
Alors, pourquoi l'effort? Pourquoi cet effort me paraît, moi, quelque chose d'intéressant? Dans la première phase, qui est la phase de développement, c'est dans le stress qu'on se réalise. Ça, c'est des phrases donc, que Gilbert et Philippe ont tirées de nos conversations. Donc, si vous voulez, bon, j'essaie de vous les expliquer un petit peu. C'est dans le stress qu'on se réalise. Je crois qu'effectivement, que ce soit sur le plan physique, que ce soit un stress physique ou que ce soit un stress psychologique ou mental, c'est là qu'on se met à l'épreuve de la vérité, de vérité. Tout à l'heure, Marc a dit c'est la compétition ou la charge d'entraînement qui révèle les choses, etc. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est le stress qui m'intéresse. C'est dans la situation de stress qu'on peut vraiment mesurer ce qui est acquis et ce qui n'est pas acquis. Les possibilités de l'organisme sont infinies. Alors là, on revient un petit peu sur mon vécu. C'est vrai que une grande partie de ce que je fais à l'entraînement, heureusement ou malheureusement pour moi, je l'ai expérimenté. Donc, en règle générale, évidemment, les tolérances de chaque individu sont différentes, mais je mesure, je crois pas qu'on puisse trop me raconter des bêtises sur une séance ou sur un exercice demandé, alors que à la personne demandée, ça paraît irréalisable, évidemment, bien souvent. Ne pas avoir peur de faire très mal, là aussi je trouve que parfois c'est les entraîneurs qui ont cette limite, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Les entraîneurs, parfois on passe pour des gens qui demandons beaucoup, faisons mal aux bras, je me comprends, et parfois à la tête un petit peu. Et là, moi je crois que de temps en temps, je vais prendre le contre-pied de ce qui se dit souvent, notamment dans les colloques médicaux sur le surentraînement et autres. Moi je crois qu'il ne faut pas avoir peur de faire très mal si on veut atteindre le haut niveau. L'effort, c'est un outil de mise en lumière, il permet d'exprimer quelque chose, il met en lumière les capacités de la tête, il fournit des indices qui orientent l'entraînement, donc j'ai un petit peu de le développer. Évidemment, je me rappelle d'un document que nous avait distribué notre camarade Casimir, qui était sur John Urbanchek, où il disait que les nageurs, pour lui, à l'arrivée, ils ne prenaient jamais de lactate, ils ne prenaient jamais de pulsation, ils ne faisaient jamais ce genre de choses, ils regardaient la couleur du nageur. Blanc, c'était correct. Bleu, il avait très forcé. Rouge, c'est bon, il avait bien travaillé. Donc, évidemment, quand on connaît les résultats, je ne sais pas si je pense que c'est aussi des propos peut-être réducteurs, mais voilà, l'effort, c'est quand même un indice d'entraînement très intéressant. Alors, tout à l'heure, je vous disais un outil de sélection, il y a ceux qui lâchent et les autres. Je ne sais pas si j'ai vraiment besoin de décrire ce que ça sous-entend. C'est dans la décompression qu'on peut voir s'ils sont allés loin. Par contre, ça, je veux bien l'expliquer une seconde. C'est que je crois que la fatigue et la décompression, j'aurais presque envie de dire parfois la dépression, qui suit un effort, qui est évidemment mental, est quand même le révélateur réel de ce qui s'est passé dans les bras et dans la tête du nageur ou du sportif que vous avez en face de vous. Les sensations objectives ou les sensations ou la mémoire que vous pouvez avoir de ce qui s'est passé, c'est l'observation réelle de cette décompression et parfois même de cette dépression qui suit des efforts très importants. Donc voilà sur la partie effort. Le tableau d'après, j'avais pas celui-là. Ce qui m'a conduit à entraîner de la sorte, donc c'est les rencontres avec Toureski, Laslokis. Bon, je vous ai développé des rencontres que j'ai fait par ailleurs. Il y a une rencontre, dont je ne vous ai pas parlé. J'en ai parlé tout à l'heure avec Roxana dans la voiture. Je me rappelle en 1980, je suis parti en Allemagne, à Heidelberg, j'étais jeune nageur, j'avais 16 ans, faire un stage d'entraînement. Il y avait un vieux monsieur qui s'appelait Heinz Hoffmann, qui était l'entraîneur de Peter Noke, champion d'Europe du 100 mètres nage libre, qui nous avait entraînés. Et en fait, c'était en 1981 que j'ai, la première fois de ma vie, entendu quelqu'un parler de notion de rendement. Et je crois que les Allemands à l'époque, de l'Ouest, avaient beaucoup d'avance dans leur réflexion sur ces choses-là. C'est quelqu'un qui parlait de valse, quand il parlait de tempo sur la musique. C'est quelqu'un qui parlait Peter Noke, donc c'est la première personne qui m'a dit, il a gagné le 100 mètres nage libre au championnat d'Europe avec 10 coups de bras de moins que les autres.
À l'époque, pour nous, ça paraissait évidemment, on était un peu peut-être dans les modes énergétiques russes, etc., volume de travail, Igor Kochkin, pour ceux qui connaissent, ce genre de repères. Donc ça, c'était quelque chose qui m'a vraiment frappé. C'était en 1980. Et cet entraîneur, son assistant s'appelait Manfred Tisman, qui est devenu DTN, je crois, de la Fédération allemande de natation actuellement. Et ça, c'était aussi, je crois que les Allemands de l'Est, à mon avis, se sont, de manière intelligente, ont récupéré des informations qui étaient mises en place chez les Allemands de l'Ouest. Donc quand je parle des rencontres, je me rappelle de cette première rencontre. Ça, c'est ma première rencontre sur le plan technique en tant qu'entraîneur. Tout ça, évidemment, Philippe, j'ai vu que tu m'as mis la lumière. Le but, c'est la recherche de l'excellence en compétition. Tout ça, c'est mis au service, évidemment, de progrès en compétition. Je crois que des programmes d'entraînement, une action d'entraîneur, ça n'a de but que pour but de faire progresser un nageur. Et je crois que, pas quel que soit le moyen, ça c'est une phrase qui n'est pas bonne à dire, effectivement, mais je crois que le plus important, c'est de faire progresser le nageur. Pas peut-être à tous les moyens, et là je crois qu'on se comprend tous très bien, mais je crois que le baromètre, c'est quand même le progrès en compétition. Je crois que ça me paraît relativement simple. La confrontation permanente avec le terrain, je crois que là aussi l'observation et le regard sur ce qui se passe à droite, à gauche, ça paraît intéressant. Voilà. Alors on avait dans nos nombreuses discussions, il y a une chose qui a interpellé Philippe et Gilbert, c'est donc quand je parlais de mon expérience avec Roxana, c'est deux phases que j'avais pu vivre, qui était une phase de développement qui dure de nombreuses années, qui avait duré une dizaine d'années, pour essayer d'arriver au plus haut niveau, et avec une certaine façon de fonctionner. Et ensuite, quand on est au haut niveau dans cette phase d'exploitation, que Philippe et Gilbert ont dénommé phase d'exploitation, j'avais développé l'idée que c'était un autre sport ensuite. Et effectivement, je crois que dans cette phase de développement, il y a maintenant, on se fixe des limites. Moi, j'aurais plutôt dit on se fixe des objectifs. Mais on se fixe des objectifs, c'est dans le stress qu'on se réalise. Là, on revient toujours un peu sur les moyens d'entraînement. Mais pousser sur tous les curseurs, c'est déjà apparu une fois. Je crois qu'on cherche sur tous les curseurs sur lesquels on peut agir en tant qu'entraîneur à pousser, à progresser. Ensuite, quand on est dans la phase d'exploitation, je crois que c'est un autre sport, il faut gérer d'autres paramètres. D'abord, il faut jouer avec ses adversaires. Je crois que c'est une notion qui est très importante. C'est une notion qui est un petit peu anglo-saxonne, qu'on a du mal parfois à intégrer dans nos pratiques collectives. C'est pas lié à la natation, hein, c'est dans notre vécu général de latin. Mais je crois que c'est une notion qui, à moi, me paraît très importante. Et puis, on peut être amené à prendre des options différentes que dans la phase de développement sur les fameux curseurs qu'on a poussés pour amener cette phase de développement à son plus haut niveau. Donc il y avait un tableau derrière, je crois, voilà, la situation du nageur par rapport au niveau mondial au cours de sa carrière. Bon, je crois que le tableau est relativement clair, c'est que le niveau du nageur est évidemment en dessous de ce niveau mondial dans cette phase de développement, et on se retrouve à un moment donné, quand on a de la chance, ou quand on a bien travaillé, et c'est à vous de faire la part des choses, au-dessus de ce niveau mondial, et là on se retrouve dans une situation où évidemment on se retrouve devant la meute, et on a un petit peu à gérer d'autres paramètres. Quand je parlais de gérer ses adversaires, gérer le programme de ses adversaires, gérer son programme en fonction des adversaires, ça fait partie de cette notion. Enfin, ça c'est pour les aspects peut-être un petit peu psychologiques ou tactiques. Et en ce qui concerne l'aspect de l'entraînement, je crois qu'on peut prendre d'autres options. D'ailleurs, quand on l'observe tous les jours, je ne crois pas que Thorpe ou Gutmann fassent actuellement la même chose que ce qu'ils faisaient en 99, un an avant les Jeux Olympiques, où tous les deux, ils n'étaient ni champions olympiques, ni les nageurs qui sont actuellement. Ça paraît un peu évident, mais je crois que c'est une notion qui me paraît très importante au haut niveau. Alors, le bas du diaporama, là, la phase de sélection, effectivement, dans la discussion qu'on avait aussi, j'avais développé l'idée que la chose dont je me suis rendu compte, c'est que les nageurs qui me paraissaient avoir le plus de potentiel, c'est les nageurs où il y avait une réactivité très importante à l'entraînement. Je crois qu'une des principales qualités de Roxana, et dans la salle là, ça a été sa réactivité à l'entraînement. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé dans les années 90, début des années 90, avec une quinzaine de jeunes, dont certains paraissaient avoir beaucoup plus de talent que Roxana. Ce qui a été très intéressant, c'est que
c'est qu'elle a beaucoup mieux réagi à l'entraînement que les autres. Et au fil des années, je me suis rendu compte que ça, c'était une variable très importante entre les individus. Vous n'aurez pas la même réponse avec des individus différents au même exercice. Et ça, c'est une qualité. Ça, c'est vraiment une qualité. Voilà. La méthode, donc, développer tous les systèmes de l'organisme. Donc, fixer une semaine de base et pousser tous les curseurs, je vous l'ai un petit peu expliqué tout à l'heure. Fixer une semaine de base, j'élargis un petit peu, quand on est dans un cycle d'entraînement, je fonctionne de manière avec un cycle de préparation, un cycle d'entraînement général, un cycle d'entraînement spécifique, comme pratiquement tout le monde. Quand vous êtes dans un cycle d'entraînement général, j'essaye de fixer une semaine de base. Évidemment, ça ne sera pas la même semaine d'une semaine sur l'autre, mais comme tout le monde, il y aura des exercices qui vont revenir. Et pousser sur tous les curseurs, ça veut dire que lors de ces semaines, je répète ces exercices, évidemment, d'une semaine sur l'autre, dans le temps. Ça me paraît à moi logique d'aller de plus en plus loin. Pousser le nageur, l'accompagner dans son effort, je crois que l'entraîneur, dans le mot entraîneur, il est entraîné, ça veut dire qu'il doit se mettre devant. Pousser, c'est une autre image, mais quand même, c'est vrai, effectivement, je crois qu'en discutant avec Gilbert, à un moment donné, au bord du bassin, il s'était rendu compte que c'est une habitude que j'avais prise avec Roxana et que je continue à faire, que j'ai. Peut-être ça en fait sourire certains, mais quand les nageurs sont en train de nager, je marche au bord du bassin à côté d'eux et je les accompagne. Évidemment, quand vous êtes 10 nageurs dans l'eau, c'est plus compliqué, mais de manière générale, c'est quand même le souci que j'ai. Je crois qu'un entraîneur qui n'est pas là pour pousser ses nageurs et accompagner ses nageurs, pour moi, c'est la base de notre profession. Par le plus grand effort sur le plus grand volume, donc je crois qu'on parlait plutôt de domaine énergétique quand on recoupe ce chapitre. Développer tous les systèmes de l'organisme, donc ça touchait un petit peu à tout. À un moment donné, Philippe me demandait, mais quand on travaille à la VO2, quelle est la durée que tu fais? Quand tu es au seuil, quelle est la durée que tu fais? Et je disais, pour moi, j'ai pas de durée, c'est le plus grand effort sur le plus grand volume. Quelle que soit la filière énergétique. Voilà, ça sera variable selon les individus, ça sera variable selon l'état, enfin je dirais la période de la carrière du nageur. Voilà, il y a des variables, mais on revient sur la notion un petit peu d'effort que j'ai pu développer tout à l'heure. Incorporer les exercices les plus efficaces sont l'entraînement en aérobie, la force maximale, la force endurance, la vitesse, le travail en jambes sur des intensités très élevées. Alors, bon, je crois que il n'y a pas grand chose à développer, sauf si vous voulez me poser des questions tout à l'heure. Mais ça recoupe, je crois, ce qui se dit ou ce qui se fait un petit peu partout maintenant dans le monde. Voilà. La méthode. Diminuer, contrôler le nombre, assurer un lien permanent avec la compétition. Donc ça, vous avez compris tout à l'heure quand je vous disais que j'observais ce qui se passe. J'essaie évidemment de rester cohérent ensuite dans le reste de la pratique. Diminuer, contrôler le nombre de coups de bras. Je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure que j'avançais, c'était quelque chose qui me préoccupait moins. Alors que, paradoxalement, j'ai regardé les analyses des championnats de France de Nancy, là, Nicolas et Amaury ont les plus grandes distances par cycle dans les finales. Donc est-ce que c'est parce qu'ils sont devant que ça se passe comme ça ou pour une autre raison? Mais donc, quand je vous dis ça parce que quand je dis diminuer et contrôler le nombre de coups de bras, je m'en occupe plus ou moins, je ne veux pas faire la provocation non plus. Dans la réalité, les nageurs ont une bonne distance par cycle. La seule chose qu'il y a, c'est que je ne crois pas qu'il faille essayer de développer ça en compétition. Ça c'est une conviction profonde. Je crois que c'est quelque chose qu'on peut essayer de développer en situation d'entraînement, mais pas en situation de compétition. Et la petite parenthèse que je ferai aussi là-dessus, c'est qu'il me semble, à moins que des études me contredisent, qu'au haut niveau, il existe quand même encore différentes solutions. Quand on regarde une finale mondiale, y compris chez les hommes, y compris chez les femmes, quelle que soit la distance, vous voyez quand même différentes solutions sur le même podium. Donc j'essaye de rester le plus humble et le plus ouvert possible sur cette observation. Développer la capacité à produire le plus grand effort, on revient un petit peu sur ce qu'on a développé tout à l'heure. Sur la charge d'entraînement aussi, où tout à l'heure je disais le plus grand volume à la plus grande intensité. Ensuite, incorporer les qualités aérobie dans les qualités anaérobies. Je ne crois pas que je vous dise quelque chose qui soit nouveau pour vous. Évidemment, je crois que, entre guillemets, pour simplifier, plus on a la caisse, plus on peut répéter des efforts intensifs. Et il faut nager vite d'une certaine manière. Ça, c'est pour moi
plus important. Je crois que ce qui est très important, c'est d'utiliser la bonne technique, parce que quand on compte les coups de bras, on peut y arriver avec différentes techniques, y compris des techniques qui sont très mauvaises pour la compétition. Voilà, le tableau d'après, adapté en fonction des différents profils des nageurs. Donc, Philippe m'avait dit donne un mot sur ce que tu as senti dans ta carrière avec différents nageurs. Donc j'avais dit Roxana est une ballerine. En fonction des paramètres que vous avez en haut, qui sont les paramètres du profil d'un nageur, Roxana est une ballerine. Pourquoi? Parce que la première fois que je l'ai vu nager, c'était en 1987-88. C'était à la piscine des Jonquilles à Mulhouse. Et elle nageait en dos avec ce doigt, comme il rentrait, comme vous avez pu la voir de temps en temps sur les photos. Et elle s'est toujours préoccupée de bien nager. Roxana, je ne l'ai quasiment jamais vue mal nager. J'ai probablement fait beaucoup de bêtises en tant qu'entraîneur avec elle, sur des exercices énergétiques ou difficiles que je lui demandais, mais elle n'a jamais mal nagé. Jamais. Voilà, c'est un peu le sentiment que j'avais. Amaury est un boxeur. Amaury, d'abord, c'est vraiment un boxeur. Il a fait de la boxe jusqu'à l'âge de 11-12 ans. Il a vraiment le profil psychologique. Et ce que ça veut dire, c'est que pour l'instant, il a encore tendance peut-être parfois à réagir de manière un peu pas affective, mais il réfléchit peut-être pas toujours comme il faut. Et donc, être un boxeur, je crois que même un boxeur, on a des boxeurs qui sont capables, qui nous ont montré dans l'histoire de la boxe que la technique et que le contrôle de soi est très important, y compris quand on doit mettre des nions sur la tête du mec qui est en face de vous. Aurore a besoin de repères, c'est quelqu'un qui vraiment, si on ne fonctionne pas à 100% tout le temps en train de lui donner des exemples, elle a vraiment du mal. Nicolas a beaucoup de solutions, pas en 13 trop. Effectivement, Nicolas a beaucoup de solutions, il est capable de faire beaucoup de choses très différentes. Et pour un entraîneur, c'est un vrai problème. Laetitia est un poumon. Laetitia Chou, c'était une nageuse qui était à Mulhouse et qui était qualifiée pour les Jeux Olympiques en 2000. C'est vrai que c'était quelqu'un qui fonctionnait quasi exclusivement d'une façon énergétique et qu'il a fallu s'adapter à cette façon-là, parce que quand on allait un petit peu dans d'autres solutions, je l'avais essayé à l'époque, c'était vraiment très difficile. Voilà. Ensuite, ce tableau, je crois qu'il est intéressant parce que il faut relier l'objectif et les entraînements. Il paraît complexe comme ça, mais tout à l'heure j'ai demandé à Gilbert ce qu'il avait fait, parce que il schématise assez bien ce qu'on fait, mais c'est un peu complexe à décrire. Ce qui paraît très important, c'est les objectifs et les entraînements. Alors les repères, ils sont là. Alors les repères que m'avait demandé Philippe, c'est des repères des nœuds. Qu'est-ce que doit être capable de faire tel et tel nageur pour réaliser telle performance? C'est un petit peu ce qu'a décrit le genre de peut-être d'exercice qu'on décrit Marc tout à l'heure, des capacités. Bon, une capacité qui est presque pré-compétitive. Hein. J'ai pas dit que c'est une séance d'entraînement, ça. Hein. Mais ça, c'est l'objectif de ce que je veux être amené à faire en fonction des temps d'objectifs qu'on a en haut. Voilà, ça part d'une part de mon vécu évidemment, et ça part évidemment aussi une grande observation de ce que j'ai pu voir faire les autres nageurs du monde. Par exemple, la série d'Amaury, j'ai vu Torp la faire en 2001 à Calais, après les Jeux Olympiques. Voilà. Je l'ai vu le faire. Roxana, c'est ce qu'elle a fait. Aurore, c'est ce que j'essaye de lui faire faire, et on n'est plus très loin. Nicolas, c'est ce qu'on a essayé de faire pendant 4 ans. On n'était pas très loin non plus. Pour faire une petite parenthèse sur les Australiens, Philippe me demandait, mais qu'est-ce que tu tires le plus de ce qui s'est passé là-bas en Australie? C'est que, je disais, ils nagent tout le temps à l'allure de compétition. Ils nagent tout le temps à l'allure de compétition, et c'est le plus frappant. Donc c'est pas tout à fait le genre d'exercice que font les Australiens. Si vous voulez, tout à l'heure, je peux vous y répondre. Voilà. On a fait tous les tableaux? Je ne sais pas si je suis dans les temps. Je vois Claude qui regarde l'heure. C'est bon? Donc voilà, fil directeur ensemble d'éléments orientés de façon cohérente vers l'objectif. Développer tous les systèmes de l'organisme et assurer un lien avec la compétition en fonction des caractéristiques des nageurs. Des informations objectives relevées au cours de l'entraînement, temps, coup, bras, lactate, comparaison avec les années précédentes. L'ensemble des repères sur les objectifs à atteindre, performance des meilleurs nageurs mondiaux et de mes nageurs, série des meilleurs mondiaux et de mes nageurs, c'est ce que je viens de développer.
Les millions d'informations et sensations visuelles prélevées chaque jour à l'entraînement, relâchement, élasticité musculaire, placement de la tête et coordination bras-jambes. On essaye d'intégrer tout ça dans un fil conducteur enfin, j'essaye de l'intégrer dans ce fil conducteur pour essayer d'obtenir les résultats que les nageurs recherchent. Mon attitude, ne pas perdre le fil directeur. Effectivement, j'avais souvent, tout au long des conversations, je disais, bon, j'essaye de rester sur un fil directeur. Et un fil directeur, c'est difficile de le définir, je l'ai dans la tête. Donc, et c'est une sensation. Donc, ne pas se laisser enfermer par la planification, ça c'est vraiment quelque chose qui me paraît très important. Coller à la réalité, on revient à la même chose. Stimuler et accompagner les efforts produits. Laisser le nageur construire sa technique. Ça c'est un peu ma façon de voir les choses. Rester focalisé sur les repères tout en n'entrant pas en contradiction avec les problèmes de planification. Les repères et la planification, c'est pour moi pas la même chose. Mémoriser et analyser les indices. Comparer, sachant que rien n'est jamais complètement comparable. Se donner les moyens d'être compétitif. D'abord dans son investissement. Merci Lionel. Et on a 2 ou 3 questions avant de passer la parole au 3e intervenant. En tout cas, merci à tous ceux qui ont accompagné cette belle aventure depuis on va dire 96. Bonjour, vous avez explicité un point important. Vous faites du travail de jambes à des intensités très élevées. Qu'est-ce que vous faites comme série, je dirais, pratique avec Nicolas, par exemple, pour des gens de demi-fond par exemple, ou des gens qui sont plus aptes à faire du sprint long comme Maury. Ouais. Alors, une chose que j'ai remarqué, c'est que d'abord les jambes, c'est un des domaines où on peut le plus progresser. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des nageurs que vous rencontrez au départ qui sont extrêmement faibles en jambes et qui font des progrès qui sont beaucoup plus importants que dans tous les autres paramètres, dans ce qui se passe dans l'eau. Ensuite, je crois que ce qui est très intéressant au niveau des jambes, c'est que ça permet un travail énergétique très, très important, mais fondamental, alors qu'on n'a pas les contraintes biomécaniques et de modalité de nage. Donc voilà, donc ça permet de faire un travail énergétique très important. Alors, par exemple, pour Amaury, ce matin, il a fait 5 x 200 départ 3, je réponds à la question précisément, hein, 5 x 200 mètres départ 3 minutes 30 en jambes, il a nagé 8 km, et à la fin de l'entraînement, il a fait 4 fois 100 jambes départ 4 minutes. Voilà, c'est un exercice d'anaérobie plus long à la fin. Donc un exercice un petit peu d'anaérobie. Les 2 exercices n'étaient pas liés. Hein. Dans le début d'entraînement, dans l'échauffement plutôt, les 5 x 200 jambes. Et à la fin, il a fait 4 fois 100 jambes. Donc par exemple, à notre époque, ou au début de ma pratique d'entraîneur, on avait tendance un petit peu à faire des jambes, entre guillemets, à des intensités plus faibles. Voilà. Actuellement, nous, on est sur un pourcentage de jambes d'environ 20%. Donc 20% du travail qui est fait en jambes. Donc là, j'ai donné un exercice qu'on a fait ce matin. Hier, on a fait des exercices avec palme, costal, plutôt technique, plutôt en sensation, qui n'étaient pas des exercices énergétiques. Vraiment. Donc voilà, exercice de jambes à intensité très élevée. Ce que je ne faisais pas, moi, il y a une dizaine d'années. La majeure partie du travail de jambes est effectuée à des intensités élevées, par exemple beaucoup plus haut que le seuil. Oui. Vous pouvez faire des jambes pour... Ou alors, moi, je me sers beaucoup du travail de jambes pour faire des liens, j'appelle ça des ponts dans l'entraînement. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous êtes dans une phase d'entraînement général et que vous ne voulez pas, pour des raisons de prudence, ou vous pensez que votre nageur n'est pas prêt pour faire un certain travail énergétique au seuil ou en VO2 et autres, parce qu'il vient de reprendre en jambes, moi, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire quasi immédiatement. Oui, il n'y a pas de problème de technique. Hein. Pour moi. Merci. Merci. Je vous sens... Allez. Vous présentez pour l'enregistrement. Bonjour, je m'appelle Salim Zoubiri. Donc moi je voulais vous poser une question concernant votre expérience au niveau de l'affûtage des nageurs. Si vous aviez des conseils à nous donner, des erreurs qu'on ne devrait pas commettre. Bon, je sais que l'affûtage c'est quelque chose d'individualisé,
Mais je voulais que vous me fassiez part de votre expérience à ce niveau-là. Des erreurs, on en a fait, et on en fait, et on en fera. Donc il ne faut pas avoir peur d'en faire. Mais notamment concernant le volume, baisse, ouais, bon, ben, etc. De manière générale, un nageur, quand arrive son échéance principale, il faut qu'il soit en forme physiquement, mais aussi mentalement. Donc déjà, ça veut dire que ça paraît contradictoire avec une charge de travail très importante quand on veut être comme il faut mentalement. Et moi, je vous dirais, les erreurs que j'ai pu faire, c'est évidemment des charges d'entraînement trop importantes dans l'approche terminale. Une des choses aussi que j'ai pu observer en Australie qui m'a vraiment frappé pour des nageurs de demi-fond, c'était des volumes d'entraînement relativement faibles sur des longues périodes avant des compétitions majeures où les nageurs nagent du 1500 très vite. Donc ça veut dire que le volume d'entraînement n'est pas tout et que l'intensité de travail, on peut faire avec un volume faible. Une préparation terminale pour des nageurs de demi-fond si elle est bien conduite. Donc les erreurs que moi j'ai pu faire, c'est le volume. Évidemment l'intensité aussi, mais je crois que le principal problème, il est plutôt peut-être le volume dans les phases terminales. Et on parle de pics de forme. Est-ce que vous, concrètement, dans la réalité, vous avez observé chez un nageur un pic de forme dans une année ou... Ça dépend de la préparation que vous avez mise en place. Je crois que si vous avez bien géré votre système d'entraînement, une phase de préparation, une phase d'entraînement général, une phase spécifique, une phase de repos, enfin de préparation terminale, pour moi, il n'y a pas de raison qu'un nageur nage plus vite à mi-parcours qu'à la fin. S'il nage plus vite à mi-parcours qu'à la fin, ça nous est arrivé, ça m'arrivera et ça nous arrive à tous, c'est qu'il y a un problème quelque part. Il peut y avoir des problèmes qui ne dépendent pas de vous, il peut y avoir des maladies, il peut y avoir d'autres problèmes. Mais c'est qu'il y a eu un problème de dosage ou un problème un problème quelque part, hein, ça c'est clair. Je crois qu'il faut essayer d'avoir la meilleure performance du nageur au moment où elle doit apparaître. Pour tout le monde, pour l'entraîneur et pour le nageur, de manière à maîtriser ces différents éléments. Très bien. J'ai une dernière question, c'était concernant... On ne va pas s'en sortir, désolé. Il faut partager. Mon collègue DTN portugais. Merci Claude. Paulo Cunha. Comme entraîneur de haut niveau, est-ce que vous avez des aides des autres spécialistes comme physiologistes, psychologues, biomécaniques? Est-ce qu'ils travaillent avec vous et qu'est-ce que vous pensez de leur travail? Donc de l'importance de leur travail. Un physiologiste, c'est un médecin? C'est la même chose? Non, les physiologistes, les tests de lactate, l'analyse des cures, des choses comme ça. Alors, tout ce qui concerne cette partie, c'est moi qui le fais directement. J'ai un analyseur de lactate, le petit que vous connaissez, donc je fais tout ça moi-même. En ce qui concerne le suivi médical, on a un médecin qui la suit. En ce qui concerne la biomécanique et autres, il y a Philippe Hélard à la fédération qui organise le colloque ici, et une équipe qui est autour de lui et autour du DTN qui suit les compétitions des nageurs français, qui nous fait des retours lors des championnats de France ou lors des compétitions majeures. Donc on a ce type d'informations. Merci. Dernière question, un autre vice-champion du monde de Perth. Oui, Lionel, tu parlais d'un gros travail, Jean-Christophe Sarlin, et spécialiste du nagéro. Oui, tu parlais d'un gros travail quantitatif et qualitatif à des intensités, et tu l'as souligné là à l'instant sur le suivi médical. Est-ce que, a priori, c'est un élément important? Est-ce que tu pourrais le définir, puisqu'une fois tu avais raconté une anecdote avec Aurore, je crois, qui était perturbée quelque temps, ça te semblait étrange, et elle a réussi à réagir rapidement, donc c'est un élément quand même important je pense dans l'approche de ton entraînement. Nous à Mulhouse on fonctionne d'une certaine façon. Je ne dis pas que c'est forcément la meilleure solution ni la seule solution, il doit probablement y avoir d'autres approches possibles. Mais moi ce qui me paraît important, c'est d'être épaulé par quelqu'un qui va m'expliquer certaines choses. Donc on a un médecin qui s'appelle Dr François Mater au centre sportif à Mulhouse, qui a suivi les équipes de France de ski de fond et qui les suit encore pendant de nombreuses années, et qui a été alpiniste, qui est lui-même quelqu'un qui fait du sport on peut dire de haut niveau, parce qu'il monte à 8000 mètres relativement souvent. Donc si vous voulez, il m'a apporté un certain nombre de choses. On fait une chose toute simple qui est un suivi biologique, qui est de toute façon obligatoire dans le cadre actuellement du suivi longitudinal.
Hein, donc, ce suivi biologique, par contre, il me l'explique à sa façon à lui, avec son vécu. Et ça, c'est très important. Donc, il y a un certain nombre de points qui me paraissent très importants. Alors, en ce qui concerne le point que tu soulèves, on fait une mesure testostérone-cortisol, que normalement, pratiquement tout le monde fait maintenant. Et au niveau du cortisol, de ce rapport, on peut mesurer un stress qui peut d'ailleurs ne pas être forcément un stress physique. Et il nous permet de varier la charge d'entraînement si c'est nécessaire. Mais je te répondrai quand même qu'il m'arrive relativement souvent d'avoir un signal d'alerte de la part de François et de ne pas en tenir compte. Donc c'est une notion qui est importante, mais finalement c'est quand même notre feeling au bord du bassin, à nous, aux nageurs, à nous tous, qui est le plus important. Ben, merci beaucoup, on peut applaudir Lionel.